Avant que l'hiver ne s'abatte sur l'Antarctique, Cousteau s'envole en hélicoptère pour voir s'il est possible de continuer de faire route dans une mer si prompte à changer. Le soleil ne s'élève plus guère au-dessus de l'horizon. Quand il disparaîtra complètement, la mer gèlera sur des centaines de kilomètres. Pendant le court été antarctique, Cousteau a étudié les fonds et la vie marine autour du continent glaciaire. Maintenant, il tente de prolonger ses recherches aussi longtemps que possible avant que les glaces, au milieu desquelles la Calypso doit manœuvrer, se trouvent prises en une masse infranchissable. Au-dessous de nous, un groupe de phoques crabiers qui se gavent de petites crevettes en prévision de l'hiver. Le krill est la nourriture de base des mammifères et des oiseaux dans les mers généreuses qui bordent l'Antarctique. Les baleines, ici de petits rorquals, mangent aussi des tonnes de krill dont elles emmagasinent la valeur énergétique sous forme d'huile et de lard. Elles feront appel à ces réserves quand elles émigreront vers des mers plus chaudes mais moins riches pour mettre au monde leurs petits et les élever. Nous regagnons la Calypso en survolant de gigantesques icebergs tabulaires qui dérivent en pleine mer. On en a mesuré qui dépassaient 150 km de long. Je suis convaincu qu'il reste maintenant très peu de jours avant que l'hiver couvre d'une chape de glace les eaux de l'Antarctique. Le chenal du Nord est encore libre. La Calypso va maintenant profiter des jours fugitifs de l'été pour poursuivre ses recherches sous-marines plus au nord, là où l'offensive du froid sera plus tardive. Voici la 4e partie de l'expédition Cousteau dans l'Antarctique. La mission de la Calypso dans les mers australes s'achèvera dans les eaux redoutables de la baie Esperanza. En route pour Esperanza, la baie de l'Espoir, la Calypso se dirige maintenant vers le nord. Elle longe la péninsule antarctique et cherche son chemin de chenal en chenal entre les îles, les récifs et les icebergs. Dans l'air, un coup de froid annonce l'hiver. Les cormorans impériaux se gavent de nourriture dans ces eaux et ils se rassemblent en vue de leur migration vers des mers plus chaudes. Les cormorans se réunissent dans un groupe d'îlots et Cousteau découvre là un refuge de la vie antarctique où personne ne s'est encore aventuré. Il l'appelle Port Calypso.
Philippe organise une expédition jusqu'à une anse cachée où une reconnaissance en hélicoptère a révélé un petit troupeau d'otaries à fourrure, ou otaries de Kerguelen. Ces otaries ont été presque exterminées pour leur épaisse fourrure. Nous sommes heureux de constater qu'elles semblent revivre ici. Dans ce paradis pratiquement inaccessible à l'homme, les otaries jouent et lissent leurs longues moustaches. La découverte des otaries à fourrure dans leur retraite rocheuse nous fournit une occasion rare de les filmer à la fois hors de l'eau et sous l'eau. Les otaries à fourrure, comme les 5 espèces de phoques qui vivent autour du continent blanc, sont protégées par des mesures prises dans le cadre du traité de l'Antarctique. Maintenant, elles n'ont pas peur des hommes. Leur comportement n'est apparemment pas troublé par la présence des visiteurs, leurs confrères aux pieds palmés. Pour les otaries à fourrure, la mer n'est pas le seul lieu de récréation. Ils se livrent aussi sur les rochers au plaisir de se faire la cour. Une jeune femelle poursuit de ses assiduités un beau mâle. Elle le mordit au cou et lui tire les moustaches. Nous prenons congé de ces otaries miraculées avec l'espoir que toutes les nations continueront de respecter le traité de l'Antarctique et ses mesures de protection de la faune. Soudain, le front d'un glacier, miné par les ruisseaux provenant de la fonte des neiges, commence à s'écrouler. Le chenal pourrait bientôt être obstrué devant la Calypso par les débris de ces montagnes de glace. Il est urgent d'échapper à ce piège. En quelques minutes, la mer qui était encore libre devant nous se transforme en un champ de glace poussé vers la Calypso. Il nous faut manœuvrer prudemment parmi les blocs de glace qui paraissent plus petits qu'ils ne sont. Sous les chocs, l'étrave métallique résonne. Progressant à un demi-nœud environ, la Calypso poursuit sa percée. Le chenal est maintenant si encombré qu'il n'est plus possible d'éviter les chocs. Notre solide proue d'acier repousse un bloc qui se prolonge sous la surface par une arête invisible de 2 mètres de long.
Nous le heurtons. Le bloc en carambole un autre et revient frapper la Calypso à l'arrière où se trouvent les hélices et le gouvernail. Nous immergeons une caméra de télévision pour évaluer l'étendue des dégâts. Les deux avaries n'ont pas l'air d'être... Au carré, l'écran de télévision révèle que l'une des deux hélices est faussée. Qui est très incliné vers l'arrière. Ça m'embête. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une... Étant donné que l'une des pales est tordue vers l'arrière et l'autre vers l'avant, Philippe pense que l'hélice a pu être heurtée par deux blocs de glace. Ils sont encourus vers l'avant. À mon avis, ce sont deux chocs différents. Deux icebergs différents. Et il n'y a pas d'autre solution que de gagner l'abri de la station Palmer, où la réparation pourra être effectuée par les plongeurs de la Calypso. L'hélice endommagée provoque des vibrations dangereuses en pleine vitesse. Nous sommes obligés de ne pas marcher à plus de 7 nœuds. Tout à coup, par visibilité réduite, nous arrivons sur un récif immergé. Il n'est pas porté sur les cartes. Seuls des brisants le signalent. Nous battons en arrière juste à temps pour l'éviter. Nous ne sommes guère mieux lotis que les anciens navigateurs avec leurs cartes rudimentaires. La Calypso va chercher refuge à la station Palmer, une base américaine proche. Tous les navires dans les parages, y compris nous, ont été avisés qu'un navigateur solitaire était perdu depuis 2 mois dans l'Antarctique. À notre stupéfaction, le naufragé arrive à Palmer peu après nous. Notre chaland aide le voilier dématé à se mettre à coupe de la Calypso. Ainsi prenait fin l'épopée dramatique du docteur David Lewis. Le docteur Lewis était parti d'Australie pour tenter seul de faire le tour de l'Antarctique. Son sloop de 10 mètres, l'Oiseau des glaces, a chaviré sous les lames, le mât brisé, la radio hors d'usage. Trempé par la mer pendant 2 mois dans un froid glacial, il a survécu tant bien que mal. La première tasse de café du docteur Lewis est un événement chargé d'émotions. Son mât a été brisé le 27 novembre. Il a réussi à tenir 2 mois sur cette coque de noix et à parcourir 2500 milles. Ses doigts sont gelés, il perdra tous ses ongles, mais il peut quand même utiliser ses mains. Elles sont comme des nageoires, dit-il. The nails are going to fall off? Or... They will fall. Yeah. I see. Un message de Noël tardif sera envoyé en Bellino par satellite aux filles du docteur Lewis, Vicky, 10 ans, et Suzy, 11 ans. Vous me manquez beaucoup. J'espère que vous n'étiez pas trop inquiète. Avez-vous passé un bon Noël? J'ai partagé le mien avec les petits oiseaux des glaces. J'aime mes filles plus que tout au monde. Papa. Le docteur Lewis est abasourdi. Il est encore sceptique sur les possibilités de l'ère spatiale. Il ne croit guère à la transmission de ce message si important pour lui. Philippe informe la NASA que le message sera transmis dans 10 secondes. John Averson de la NASA a tout bien reçu et contactera la Calypso à 18h30 le lendemain. Maintenant, en route pour la mer de Weddell, la Calypso cap au nord rencontre une sorte de gros bouchon de glace. Ces oscillations démesurées sont dues à un parfait synchronisme avec le rythme de la houle. La Calypso met le cap à l'est pour contourner la péninsule antarctique et se fraye un passage entre des icebergs gigantesques vers la mer de Weddell.
Ici, les icebergs, poussés par les tempêtes et le gel brutal des eaux, ont anéanti bien des navires. Un jour indécis, une atmosphère oppressante, alors que nous approchons du but. L'accès à la mer de Weddell est calme pour l'instant. Par dérision, les Argentins ont appelé cette baie Esperanza, la baie de l'espoir. Calypso, Calypso, nous sommes sur place maintenant. À la baie de l'Espoir, Philippe et l'équipe de prise de vue sont partis explorer les ruines d'un château de glace. L'iceberg échoué est en train de se désintégrer. Les vents furieux et les fortes houles ont créé un enchevêtrement de pics et de grottes que les plongeurs vont explorer. Philippe découvre un tunnel qui descend vers le centre de l'iceberg. Passez-moi la caméra sous-marine, la 9. Dorado pénètre sous une arche et disparaît quelques instants. À l'intérieur, il a trouvé d'autres tunnels assez grands pour qu'on puisse y plonger. Ce sera la première exploration sous-marine jamais faite au cœur d'un iceberg. À l'intérieur du donjon de glace, un couloir obscur mène les plongeurs sous l'iceberg échoué. Ce monument fragile, parvenu à un état avancé de détérioration, pourrait s'effondrer à tout instant et précipiter sur nos hommes des tonnes de glace. Les plongeurs entrent dans un labyrinthe de reflets éblouissants et de couloirs vertigineux. À la vue comme au toucher, l'aspect de la glace change sans cesse. Bientôt, l'appréhension s'apaise. Les plongeurs ne résistent pas à la tentation de caresser de leurs mains les murs de glace, tandis qu'ils se glissent au cœur de cette structure fantastique. La lumière de leur lampe pénètre profondément dans la glace transparente et révèle les secrets du passé des icebergs. Pendant des centaines de milliers d'années, lorsque cet iceberg faisait encore partie d'un glacier, chaque tempête, chacun des hivers et des étés s'est gravé dans le cristal qui est en train de fondre. Les plongeurs sont entraînés une fois de plus dans les entrailles mêmes de l'iceberg. Ils pénètrent au cœur d'une grotte. Ils se trouvent à l'intérieur d'une cellule de cristal. Une longue descente dans un tunnel les conduit jusqu'au fond de la mer. Ils se regroupent prudemment
pour remonter le long de la face extérieure de l'iceberg en ruine. Tandis que Cousteau organise les prochaines recherches, des rafales de neige annoncent un changement de temps radical. La température dans la mer et dans l'air tombe brusquement. L'équipe de la Calypso va multiplier les plongées pour accomplir le plus de travail possible avant l'assaut de l'hiver. Récréation, la première vraie chute de neige. Chacun redevient enfant. Attention! Hé, à gauche! Le capitaine Alain Bougaran s'amuse comme les autres. Allez, chope-le! Février dans l'Antarctique. Bientôt vont commencer 9 mois d'hiver. L'équipe ne se doute pas que cette première neige va bientôt devenir un furieux blizzard. La baie de l'Espoir, une étroite et profonde vallée glaciaire submergée à l'entrée de la mer de Weddell. Tandis que les plongeurs de la Calypso multiplient leurs explorations, les pingouins, mieux avertis que les hommes par leur instinct, semblent avoir pressenti un brusque changement de temps et se rassemblent au bord de l'eau. Ces pingouins sont pour la plupart de jeunes Adélie. Leurs parents les ont laissés sur place et ont quitté les roqueries pour aller pêcher en mer. Les rejetons adolescents devront bientôt abandonner ces rivages sans ressources et gagneront des îlots de glace flottantes afin de trouver eux aussi leur nourriture dans la mer au cours des longs mois d'hiver qui les attendent. En raison de la simplicité fondamentale des cycles de vie dans l'Antarctique, le comportement des animaux est plus facile à observer et à interpréter. Les jeunes pingouins âgés de 2 ou 3 mois sont capables de résister aux rigueurs de l'hiver austral. À eux seuls, ils illustrent les adaptations extraordinaires de la faune antarctique aux conditions extrêmes du milieu polaire. La baie est en train de geler et quelques pingouins sont déjà installés sur les glaces flottantes. Les jeunes vont passer 4 ans en mer, à proximité des glaces flottantes où ils se reposent et où ils muent chaque année. Puis, quand ils seront adultes, ils retourneront exactement à la roquerie où ils sont nés pour se reproduire. Excités par l'arrivée de l'hiver, les pingouins attrapent de gros flocons de neige qui tombent doucement. Les plongeurs s'apprêtent à filmer le départ des pingouins vers les îlots de glace flottante. Les vêtements étanches de nos plongeurs sont gonflés d'air pour assurer un bon isolement thermique dans l'eau glacée. La protection des pingouins consiste aussi en un vêtement étanche, mais fait de plumes huilées, doublé d'un fin duvet à même la peau.
Les physiologistes étudient l'adaptation humaine aux contraintes polaires. On a encore beaucoup à apprendre des pingouins, animaux à sang chaud, comme tous les oiseaux. Ils peuvent s'ébattre impunément dans des eaux glaciales qui tueraient en quelques minutes un homme sans protection. De la glace s'est déposée sur les caméras sous-marines. Philippe pourra cependant filmer près d'une heure dans de telles conditions. Une croûte de glace de mer se forme au-dessus des plongeurs. Le temps empire tout le long de la côte. Un jeune pingouin déclenche la migration générale vers les glaces flottantes. Un pingouin peut sauter à 2,50 m au-dessus de l'eau, mais l'atterrissage n'est pas toujours parfait. Ils arrivent par vagues successives avec des pointes de vitesse allant jusqu'à 45 km/h. Les jeunes pingouins foncent, laissant nos plongeurs sur place. Un dernier venu s'installe au milieu de ses camarades apprentis marins. C'est sur ce genre d'îlot qu'ils trouveront refuge au cours de 4 années de vie en mer. La neige tombe encore quand Philippe termine sa plongée. Le vêtement étanche, gonflable, permet bien de régler la flottabilité dans l'eau, mais il est plutôt gênant à terre. Les hommes s'apprêtent à retourner sur la Calypso. Pour regagner le Zodiac, Sumion a gonflé sa combinaison d'une manière impressionnante. Philippe ne se tient pas pour battu. Sumian saute à l'eau. Philippe suit, gonflé comme un crapaud buffle. C'est à qui deviendra le roi de cette mare. À bord de la Calypso, Cousteau est en contact par satellite avec la NASA. Attendez, hein. Did you ask me about the weather conditions we are now? According to, Cousteau informe la NASA que la météo est conforme aux photographies prises par satellite. And according to what I see through my window, they coincide pretty well. Very sad, grey weather. Un temps gris et très triste, avec vent modéré. La mer grossit, dit-il, et une dépression venant de l'ouest nous atteindra probablement demain. S'ouvrant un passage à travers ce sorbet, les plongeurs reviennent à la Calypso tandis que la neige s'épaissit. La discussion avec la NASA m'inquiète.
Bien que la mer soit calme pour le moment, les choses vont changer rapidement. Le vent qui descend des glaciers peut se déchaîner à tout instant. Déjà, le baromètre est tombé et l'eau gèle autour de nous. Peut-être sommes-nous restés ici trop longtemps. Cousteau n'a pas le temps de fuir la tempête. La Calypso est mouillée à grande profondeur. Avant que l'ancre puisse être relevée, un vent furieux s'abat sur la baie de l'Espoir. Le vent tombe des glaciers en hurlant et atteint en 5 minutes 65 nœuds. Il chasse les gros blocs de glace hors de la baie et les pousse contre la Calypso. Un bloc de glace déchiqueté va entrer en collision avec la Calypso. C'est inévitable. Un choc sourd m'avertit que nous sommes touchés. Une autre masse de glace qui représente plusieurs fois le poids de notre navire frappe notre arrière. Des centaines de glaçons raclent notre coque en bois. C'est une lutte dérisoire contre un adversaire écrasant. Et quand enfin le vent a balayé la plus grande partie de la glace loin de nous vers la pleine mer, nous savons que nous avons subi des avaries graves. Falco a été chargé d'évaluer les dégâts sous la flottaison. Pour gagner du temps, il a été descendu par la grue qui sert à mettre à l'eau la soucoupe plongeante. Falco, après avoir examiné le gouvernail et les hélices, est hissé dans une chaise de calfa. Cousteau et tout le monde à bord attendent anxieusement son rapport. C'est cassé. À la deuxième chaise, là, à l'intérieur, là. Vous avez un manchon. Non seulement l'hélice tribord est gravement faussée, mais encore l'arbre de l'hélice bâbord est cassé. C'est très sérieux. Il y a 10 cm de sortie de l'intérieur de ce manchon. L'arbre est sorti, il est cassé net, là. Et le blizzard vient juste de commencer. Philippe filme l'intervention des plongeurs sous l'arrière de la Calypso endommagée. Le vent force toujours. Il n'y a pas une minute à perdre. Les dégâts provoqués par la collision avec le bloc de glace sont inquiétants. Sous le choc, l'arbre de l'hélice bâbord a été brisé. Il est sorti de son manchon. Il ne faut plus songer à nous servir de cette hélice. Il faut amarrer l'arbre cassé pour que l'hélice ne vienne pas coincer le gouvernail bâbord et nous immobiliser complètement. D'un plongeur à l'autre, les signaux sont transmis à Paul Zuena qui est au treuil. Et l'arbre porte-hélice est saisi par un fort palan.
L'hélice tribord a également été endommagée, mais les plongeurs n'osent pas s'attarder pour tenter de la réparer. Le baromètre descend et le blizzard à Esperanza s'aggrave. La Calypso doit de nouveau lever l'ancre. Notre moteur tribord fait entendre des bruits inquiétants. L'entrée de la baie est bloquée par une flottille d'icebergs qui défilent à vive allure. Tous les panneaux sont fermés, y compris celui de notre soucoupe plongeante. Il fait nuit en plein jour. Sans radar, nous serions perdus. Par visibilité nulle, dans des eaux trop profondes pour jeter l'ancre, je suis obligé de tourner en rond dans une baie large de 400 mètres. Le vent atteint la vitesse d'un ouragan, plus de 80 nœuds. La Calypso se couvre d'embrun qui gèle. Nous tournons dans le blizzard pendant 3 jours et 3 nuits sur notre seule hélice faussée. Enfin, s'aventurant dans le ciel, un oiseau de mer. C'est la fin de la tempête. Après avoir passé 3 jours sur la passerelle avec le commandant Roger Breno et Alain Bougaran, Cousteau saisit la première occasion d'inspecter son navire. Nous estimons que la Calypso est chargée de 30 tonnes de glace dans les hauts, ce qui diminue dangereusement sa stabilité. En tout cas, elle tiendrait moins bien par fort vent et forte mer. Cousteau avise la NASA. Calypso encore à Esperanza. Nous sommes prisonniers ici. Nos avaries sont graves. Nous envisageons de rentrer dès que possible. À bord de la Calypso commence un travail de terrassier. Un trou dans la coque à 70 cm de la ligne de flottaison est provisoirement colmaté. Les chaînes d'encre sont dégagées. Émergeant peu à peu de sa prison de glace, la Calypso doit encore affronter son plus périlleux voyage. Une distance un peu supérieure. Bougaran et moi étudions la situation des glaces telle qu'elle apparaît sur les photos des satellites. Notre premier objectif est l'île du Roi George, pour y préparer à l'abri la traversée du détroit de Drake. Elle est là. Dans l'immédiat, la Calypso doit sortir de la baie de l'Espoir en franchissant l'étroit goulet antarctique encombré de glace. La traversée du Drake. Notre hélicoptère nous montrera le chemin. La Calypso se traîne péniblement. Après un blizzard, souvent le vent tourne de 180 degrés et reprend en soufflant avec violence.
Pour éviter cette nouvelle tempête, Cousteau décide d'appareiller sans délai et de franchir pendant la nuit le détroit antarctique. L'hélicoptère revient pour les guider à travers les obstacles situés juste devant eux. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la barrière que nous avons devant nous, là, actuellement, si en allant vers l'ouest, à quelle distance on peut la contourner, à toi? La Calypso est talonnée par l'hiver. Malgré l'angoisse qui règne à bord, les plongeurs regrettent de quitter si tôt le monde sous-marin des glaces qu'ils ont appris à aimer. La Calypso blessée doit maintenant affronter les traîtrises du passage de Drake jusqu'au Cap Horn, à l'extrême pointe de l'Amérique du Sud. Plus loin. Bon, café Bougaran. Allô, Bougaran de Calypso, m'entendez-vous? Bougaran s'est rendu à la station chilienne de l'île du Roi-Georges pour y consulter des spécialistes de la météo antarctique avant de tenter la traversée. Ah bon, très bien. Alors, vous confirmez que la... Bougaran suggère d'appareiller immédiatement. On peut espérer une accalmie exceptionnelle dans le détroit de Drake, où il y a généralement une tempête tous les 3 jours. Cousteau répond que cette information est confirmée par les photos des satellites américains. La Calypso blessée mettra 4 jours et demi à franchir le passage. Cousteau doit profiter de la chance qui s'offre. Une nouvelle rassurante. Une canonnière chilienne les accompagnera. Ok, bon, eh bien on va lancer le moteur alors. Quelques heures après l'appareillage, dans la brume du matin, apparaît le Yelko, l'escorteur chilien de la Calypso. À la vitesse dérisoire de 5 nœuds, sur une seule hélice d'ailleurs faussée et accouplée à un moteur fatigué, la Calypso s'engage dans les eaux que les marins redoutent le plus au monde. En plus du Yelcho, 3 satellites ainsi que le service météo de la marine américaine ne cessent de veiller sur notre pauvre navire. Si notre deuxième arbre d'hélice cassait sous l'effet des vibrations, notre navire serait livré sans défense à la prochaine tempête et nous ne pourrions compter que sur le Yelcho pour nous remorquer vers le salut. L'apparition rassurante des dauphins devant notre proue nous indique que nous approchons de la Terre. Calypso, this is Rob Stewart at Goddard. Contact us when... La NASA demande à la Calypso de la prévenir quand elle se trouvera en sécurité. Look, I can tell you that we did reach safe waters. We are now approaching the entrance of the middle. Cousteau répond que c'est chose faite. We are in safe water. Over. Commandant Cousteau, we're all going to drink a toast to you on that. We're just... L'équipe de la NASA s'écrie « Bravo, nous allons boire à votre santé ». Au large de la Terre de Feu, Cousteau quitte la Calypso en Zodiac pour rendre visite à la canonnière chilienne. De la part de l'océanographe français, c'est un salut conforme à l'esprit d'entraide des marins, plus fort que toutes les barrières entre nations.
Cousteau monte à bord du Yelko pour exprimer ses sentiments à l'équipage et ses remerciements à son commandant. Le capitaine de corvette Carrasco accueille chaleureusement le commandant Cousteau. Après réparation, la Calypso sera bientôt en mesure de repartir pour de nouvelles croisières. Les informations que nous avons rassemblées en collaboration avec la NASA réclameront une longue analyse. La Calypso a exploré avec succès les eaux les plus dangereuses du monde. Assaillie par les icebergs et cernée par des tempêtes furieuses, elle a résisté. Blessée mais invaincue, elle a mené à bien sa plus grande et sa plus téméraire aventure. Nous étions venus en Antarctique pour y mener la première expédition entièrement consacrée à la plongée. Avec un hélicoptère, des vêtements isolants et la soucoupe plongeante, nous avons passé des centaines d'heures à observer et à filmer le comportement des animaux depuis la surface jusqu'à 350 mètres de fond. Nous avons étudié la productivité de ces mers froides. Nous avons été navrés de rencontrer bien peu de baleines en raison du massacre inconsidéré dont elles ont été l'objet. Mais nous avons pu constater que ces eaux étaient biologiquement parmi les plus riches du monde. Et au-dessus de la surface, une atmosphère transparente me rappelait celle de mon enfance, quand on pouvait encore apercevoir les Alpes depuis la Tour Eiffel. Notre découverte d'une colonie prospère et inconnue d'otaries à fourrure nous a prouvé une fois de plus que la nature répond avec générosité à des mesures judicieuses de protection. Les pingouins furent nos fidèles compagnons. Ils nous ont révélé l'élégance, la rapidité de leur vol dans la mer, leur courage quand ils font face avec succès à leurs ennemis. Nous étions en quête d'inconnus et nous avons découvert ce que connaissaient nos ancêtres, l'harmonie et la pureté de notre planète. Puisse le dernier continent exploré par l'homme être le premier qui l'épargne. Un peu partout, nos méfaits pèsent lourdement sur la nature. Que de cette nuit de fautes et d'erreurs surgisse une aube de respect et d'amour pour les créatures libres et pour la dernière terre vierge de la planète, l'Antarctique.